Bonjour, c'est la lecture du jour. Je vous lis un extrait de Faillir être flingué de Céline Mignard que je vous recommande chaudement. Vous êtes prêts? Eau qui court sur la plaine n'avait pas de peuple, elle en avait plusieurs. Son savoir était demandé et recommandé par tous ceux qui portaient des os d'aigle creux, des plumes magiques ou des concentrés de médecine dans des bourses de peau. Son état de femme sans peuple la faisait à la fois craindre et désirer. Son pouvoir, depuis la mort violente des siens, avait décuplé. Elle voyait plus loin, elle soignait mieux, elle pouvait tuer sur 3 points. De la destruction de son village et de ses fuyards les plus habilement cachés, il y avait plusieurs versions. Dans certaines, son rôle ne comptait pas pour rien. Le feu, l'eau, la poudre et la foudre avaient participé à la disparition totale de son clan. Et on disait que maintenant elle maîtrisait ces éléments mieux que personne. Il est vrai qu'elle tirait précisément et sans hésitation et qu'elle savait recharger toutes sortes d'armes, y compris par la gueule, à une vitesse considérable. Gifford l'avait vue à l'œuvre au crépuscule un jour de chasse. Elle avait tiré un élan qu'il pistait depuis des heures et qui s'ingéniait à disparaître à chaque fois qu'il pensait le voir enfin dans une trouée forestière ou au retour d'une pente. Dans un maigre bosquet où il s'était remisé en revenant sur ses pas, attendant que ses prédateurs passent, il fit une erreur de 2 secondes en montrant le sommet de ses bois. Elles lui coûtèrent la vie. La balle le frappa entre les omoplates et se fraya un chemin jusqu'au cœur, à travers l'échine. Il s'agenouilla et baissa le col comme pour une révérence. Il était mort avant d'être à terre, et avant qu'il soit mort, elle avait rechargé son arme pour le bobcat qui les suivait et qu'elle avait repéré depuis le début de la traque. Lorsqu'il s'avança pour laper le sang qui coulait en ruisseau en contrebas, elle tira une balle qui lui ouvrit la tête en grand. Gifford vit la peau du lynx, souple et douce comme une eau, lui servir de lit dans un de ses nombreux abris. De la même façon qu'elle était sans peuple, Eau qui court sur la plaine était sans maison. Elle en avait plusieurs. Pas tout à fait des tanières, des caches. Aucune n'était fabriquée de main humaine, à part une sorte de cabane enterrée à l'intérieur d'une mine où l'ancien propriétaire avait amené un poêle et creusé à travers la roche le tuyau d'évacuation de la fumée. On y trouvait des étais et une sorte de porte en planche qui bouchait complètement l'entrée et aveuglait toute la pièce. Mis à part ce réduit qu'elle ne rejoignait qu'au plus froid de l'hiver pour des durées très courtes, ainsi qu'en certaines autres circonstances que Gifford n'avait jamais su prévoir ni comprendre, aucun de ces habitats n'était visiblement humain. La tente à sudation était l'unique structure qu'elle acceptait de monter pour la défaire juste après en avoir usé, ce qu'elle accomplissait comme la dernière partie du rituel de purification. Elle soignait les brûlures par imposition. Elle calmait les agités, les hommes ivres, les femmes en mal d'enfants, par simple chant. Elle faisait tomber la fièvre et il lui arrivait de pratiquer la réanimation par claque et correction. Gifford l'avait vue réinsuffler la vie à un oiseau qu'elle venait de frapper d'une pierre. Parmi ses pouvoirs, ses visions surtout étaient recherchées. Elle renseignait sur le sang. Elle était donc consultée pour les guerres de clans et les questions de descendance. Son prix pour ces travaux-là était de chair fumée ou de pemmican. On ne l'appelait pas, elle venait. Et chaque village qui la voyait pénétrer le cercle de ses tipis était conscient de recevoir un insigne et dangereux honneur. Gifford l'avait suivi plusieurs fois à l'occasion de ces cérémonies et, de loin, avait pu assister à tout ce qui se déroulait hors des tentes. Les Indiens savaient qu'un homme blanc s'attachait au pas de la puissante femme sans peuple. Pour certains, Gifford était un sort qu'elle avait jeté à un homme sioux qui l'avait insulté. Elle lui avait laissé le choix entre la forme du cochon et celle de l'homme blanc, et le sioux avait choisi. D'aucuns disaient qu'il avait préféré le cochon. Quoi qu'il en soit, depuis, il s'attachait à la suivre en tout lieu dans l'espoir qu'elle finisse par se lasser et qu'elle lui rende sa forme première. Pour cette raison, et parce qu'il était à moitié indien, on le tolérait en lisière des villages, mais pour rien au monde on ne l'aurait laissé entrer dans l'enceinte sacrée. Il était avant tout l'expression d'une puissante mauvaise médecine
et ce genre de contact était absolument à éviter. En vertu de cette aura particulière, Gifford avait pu voir des danses secrètes et des clowneries qu'aucun blanc n'avait jamais vues. Il avait aussi entendu des contes dont il avait cru comprendre l'action grâce aux gestes des conteurs. Auquicourt sur la plaine avait ensuite infirmé ou confirmé ces hypothèses, et sans qu'elle ne lui fasse jamais aucun récit, il avait acquis un répertoire assez étendu de ce qu'on raconte autour du feu dans diverses nations. Elle était très active. En 7 lunes, il avait parcouru la plaine dans toutes ses directions et visité derrière elle 6 ou 7 peuples qui ne partageaient qu'un langage gestuel imprécis et quelques mots d'une langue étrangère à tous. Sa dernière intervention avait eu lieu chez les Crocs. Elle avait enfilé des mocassins de peau blanche et dansé bouche cousue dans le village jusqu'à ce qu'une femme jette hors d'une tente un chaudron de cuivre en poussant des trilles stridents proprement inhumains. Alors, des hommes étaient apparus et avaient pénétré chez cette femme, et Gifford n'avait plus rien entendu. Auquicourt sur la plaine s'était déchaussée. Elle avait gravi une colline où elle s'était accroupie, les yeux sur l'horizon, inerte, attendant son écho et reprenant ses forces. Partout où elle avait dansé, il y avait une traîne noire sur le sol, comme celle qu'aurait laissée un incendie. Elle avait reçu une couverture et un seau à charbon plein de maïs égrené. Cette action, qui paraissait simple, l'avait abattue des jours durant. Auquicourt sur la plaine souriait peu. Elle avait souri encore moins souvent. Et puis, un matin, elle avait tendu l'oreille vers le nord, longuement, elle avait hoché la tête et touché le sac qui pendait sur son cœur. Dans la matinée, elle s'était mise en route. Gifford, qui savait qu'elle tentait d'équilibrer toute chose, se doutait qu'elle se rendait chez les Dakota, ennemis traditionnels des Crows. Il ne se trompait pas. Au terme de 4 jours de marche pendant lesquels il n'avait pris que de l'eau et des fruits secs et rabougris qu'il portait dans une besace, ils parvinrent en vue du campement du vieil orage grondant. Quand ils virent la fumée de leur feu, elle s'arrêta, et plutôt que d'entrer dans le village, elle dressa une loge dans un vallon à côté du ruisseau qui le traversait. Elle rassembla de grosses pierres. Gifford construisit un feu, il y était autorisé, pendant qu'elle tirait une louche de bois d'un sac de cuir qu'elle vida de son contenu et remplit d'eau. Elle accomplit les rites tandis que les pierres chauffaient. Lorsqu'elle cracha sur la plus grosse et que son crachat grésilla, elle les porta dans la loge. Elle en sortit une fois pour le seau, une fois pour la louche et tira derrière elle le pan de peau qui fermait la structure presque hermétiquement. Gifford entendit l'eau brûler sur les pierres et vit la loge se gonfler insensiblement sous l'effet de la vapeur. Il s'éloigna. Lorsqu'elle sortit, après avoir dormi et rêvé au creux de cette poche saturée de chaleur, elle était nue, ruisselante de sueur et lavée de sa volonté personnelle. Elle se baigna dans le ruisseau froid. Elle se laissa sécher par le vent. Elle se vêtit en prenant soin de disposer avantageusement ses parures. Puis elle marcha sur le village et, sans détour, sur la tente d'orage grondant dans laquelle elle entra en saluant. Voilà, c'était la lecture du jour. Bonne journée, à demain.